Okay. So welcome once again. I think we can get started. We have 63 participants. Je vois qu'il y a 63 participants. Bienvenue à tous. Je m'appelle Erin Bock. Je suis manager spécialiste pour l'équipe C4D. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire pour les observations du déploiement du NDPE2 et sur la gestion des fausses informations. Voilà l'ordre du jour. Nous allons commencer par une introduction et les objectifs de la session. Puis nous allons entendre des collègues de l'UNICEF Nigeria et ils nous parleront de leur expérience sur le déploiement du NOPV2. Puis c'est UNICEF Ghana qui nous fera une présentation d'une vingtaine de minutes sur l'expérience de leur task force sur la gestion des fausses informations. À la fin, nous aurons une petite session de questions-réponses. Vous pourrez poser des questions aux présentateurs et il y aura également d'autres collègues du siège pour répondre à vos questions. Il y a en premier lieu Mariana Zajikova, une spécialiste C4D au siège de l'UNICEF. Donc ce sera notre première oratrice. Puis Mohamed Rewan Hassan et Ayon Nam du bureau UNICEF Nigeria. Puis Anastasia, notre spécialiste C4D de l'UNICEF Ghana, qui nous présentera ses expériences. Nous avons également Kashan, lead de la désinformation polio au siège de l'UNICEF. Il ne fera pas de présentation, mais il est présent à cette session. Donc, si vous avez des questions pour lui ou des commentaires sur la direction générale de gestion de la désinformation pour la polio, il sera là pour y répondre. Je donne à présent la parole à Mariana. Merci beaucoup, Erin. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des collègues qui nous ont rejoints de partout dans le monde. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que ce sera une session très intéressante où nous partagerons nos expériences, nos idées sur le déploiement du NDPE2 et sur la gestion des fausses informations. Je vais faire une très brève présentation sur où nous en sommes dans le déploiement du NDPE2. Et si vous avez des questions, nous y répondrons à la fin. Le 13 novembre 2020, la liste EUL a été reçue et nous avons commencé à utiliser le vaccin en mars, avec le premier pays a été le Nigeria, qui va de toute façon nous présenter leur expérience. En ce qui concerne le processus et le soutien, pendant cette période EUL, le vaccin est en phase d'utilisation initiale et nous attendons à ce que les pays soient prêts rapidement à déployer également le vaccin. Jusqu'à présent, 6 pays ont été vérifiés et 31 pays sont en cours de vérification. Nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons déployé le vaccin dans 6 pays. Le nombre de doses administrées augmente tous les jours. Jusqu'à présent, environ 19 millions de doses ont été
administrer. Mais comme je l'ai dit, plus vite les pays peuvent être vérifiés, plus vite ils peuvent commencer le déploiement. Les vaccins sont stockés et sont prêts à être envoyés pour répondre aux épidémies et aux maladies. As well as the safety studies, every country that is using NOPV now, et tous les pays qui utilisent le NVPO nous donnent des données qui sont analysées, des données concernant la sûreté du vaccin, qui sont donc analysées par nos équipes. Comme je l'ai dit, il y a 31 pays, donc 25 pays en Afrique, un pays en Europe et 5 pays au Moyen-Orient, sont en phase de préparation pour le déploiement du NVPO. 6 pays ont été vérifiés et quasiment les 6 pays ont presque tous commencé leur campagne. Donc le Bénin, le Libéria et le Nigeria ont déjà 2 campagnes à leur actif. Sierra Leone en sont à leur première et le Niger et le Tadjikistan également. Il y a 3 stratégies principales sur lesquelles nous travaillons. Le plaidoyer, les stratégies comportementales et la gestion des crises. En termes de gestion des crises, nous devons gérer également la désinformation. Vous en entendrez parler de la part d'Anastasia. Il n'y a pas eu de gros problèmes avec le déploiement du NVPO2. Il y a une certaine hésitation dans certains pays, mais dans aucun de ces pays, nous n'avons pas entendu qu'il y avait des hésitations dues au caractère nouveau de ce vaccin. Toute cette hésitation est en réalité surtout due à la confusion qui règne en ce qui concerne tous les vaccins. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore commencé la préparation ou qui n'en sont encore qu'au début. Les 3 documents sont assez complets. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de temps, d'énergie et de travail pour les équipes des pays et pour les gouvernements. Donc, il y a des modèles, notamment concernant le plaidoyer. Il y a tout un tas de documents qui prennent énormément de temps à être étudiés. Donc, pour les pays qui n'en sont qu'au début de leur phase de préparation, je vous encourage à démarrer le plus vite possible parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et l'équipe se tient évidemment prête à vous aider de quelque manière que ce soit. Voilà quelques photos des campagnes au Libéria et au Nigeria. Nous avons employé des mobilisateurs sociaux dans les pays où le vaccin a été déployé. Et dans certains pays où la digitalisation est en marche, nous avons également utilisé les nouvelles technologies pour parler de la campagne. Nous avons
travaillé avec des différents canaux numériques pour communiquer pendant la campagne. Aucun pays qui a déployé le NPPE2 n'ont pas mis l'accent sur le caractère nouveau du vaccin. Donc, cette campagne est une campagne pour la vaccination contre la polio, mais nous essayons d'être transparents. Donc, on encourage les pays à inclure des informations sur le NPPE2 et de répondre aux questions plus spécifiques sur le vaccin. Nous encourageons également les gouvernements à communiquer des informations sur le vaccin et sur l'EL sur leur site web pour que cette information soit disponible facilement. Donc, on ne le promeut pas comme un vaccin nouveau, mais on encourage quand même une certaine transparence parce que toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations doivent pouvoir y accéder. Je pense qu'à présent, Riwan et Ayan vont nous parler de leur expérience, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a un petit peu moins bien fonctionné. Donc, Riwan et Ayan, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erin. Est-ce qu'on peut commencer avec notre présentation? Merci beaucoup à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Ridwan Hassan. Je suis manager CIFODI pour le bureau UNICEF Nigeria. Je travaille sur la polio. Ma collègue s'appelle Ayan Nam. Nous allons diviser notre présentation et je m'occupe de la première partie. Donc, le Nigeria a été certifié exempt du poliovirus sauvage en août 2020. Mais évidemment, il y a des cas de PVDBC2 qui continuent d'être signalés. En 2019, il y avait 87 cas, dont 18 cas de paralysie flasque aiguë et 9 cas contacts et 60 échantillons environnementaux. Mais en 2020, il n'y avait plus que 22 cas. Et en 2021, jusqu'à présent, nous n'avons détecté que 9 cas. On l'a vu pas mal dans le nord comme au sud. Et nous espérons donc qu'en utilisant le NPPE2, nous allons pouvoir diminuer encore le nombre de cas et que nous allons pouvoir éradiquer toutes les formes de polio du Nigeria, mais également d'Afrique. Nous avons commencé à parler du NPPE2 en 2019, début 2020. Il y a eu une étude qualitative dans 3 pays, Nigeria, Hongrie, également en République démocratique du Congo, mais aussi au Kenya. Donc, nous avons réalisé la première enquête qualitative sur le NPPE2, une à Kano dans le nord et la deuxième dans le sud à Akure. L'objectif était de comprendre l'opinion du public sur le vaccin contre la polio et sur le NPPE2, mais également de repérer les principaux obstacles et les besoins en matière d'information. Et troisièmement, de proposer des mesures en matière de stratégie de communication. Donc, quels ont été les résultats?
tous les groupes de discussion se sont montrés plutôt favorables au MBPE2, mais si il était prouvé comme étant sûr, testé et validé. Ils ont dit qu'il fallait absolument mettre l'accent sur la sensibilisation et la formation. Il y avait quelques inquiétudes sur les modifications génétiques et sur la liste d'utilisation d'urgence, donc EUL. Et donc, ce qui a été proposé, c'est de la sensibilisation de masse à l'échelle nationale. Diapositive suivante. Donc, il y a eu 2 cycles de vaccination. Le premier était en mars 2021, le deuxième en avril 2021. Les États cibles du premier cycle, il y en avait 6, donc Niger, Sokoto, Zamfara, etc., qui sont dans le nord ou plus centralisés. Et il y avait également Delta et Bayelsa dans le sud. On a vu que le PVDVC apparaissait dans le sud et dans le nord. On s'est rendu compte que dans le nord, les États étaient un peu plus à risque d'avoir des épidémies de polio. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait également eu des flambées dans le sud. Puis le deuxième cycle était en avril 2021, dans 7 États cibles. Donc il y a les 6 États que j'ai cités plus tôt et Kebbi dans le nord. Le Kebbi a été ajouté car en mars, il y a eu la confirmation d'un cas de PVDVC2. Le contexte dans lequel nous nous trouvions, c'est qu'il y a eu un chevauchement et ça a coïncidé avec le lancement du vaccin contre la COVID-19 au Nigeria. Et donc, il y a une hausse de l'hésitation face à la vaccination. Il y a également eu des rumeurs qui ont circulé à propos du nouveau vaccin. Et l'hésitation face à la vaccination contre la COVID a également eu des conséquences sur l'adoption d'autres vaccins. On s'est rendu compte qu'effectivement que les programmes d'introduction ont fort coïncidé les uns avec les autres. On s'est également rendu compte qu'il y avait une hausse de l'hésitation face aux vaccins dans certaines populations. Donc ça, ce sont des données que nous avons reçues de l'ICP Johns Hopkins. On peut voir par exemple qu'il y a près de 60% des Nigérians qui sont hésitants face à la vaccination. At the community level, but fortunately, based on our social listening at the community. Grâce à notre écoute sociale à l'échelle de la communauté, les premiers mois de l'introduction du NBPE2, nous n'avons pas dû réfuter des rumeurs liées à la polio ou au NBPE2. Les partenaires et les bureaux ont pris la décision face à la hausse de l'hésitation, face aux rumeurs concernant le vaccin contre la COVID. Donc, les partenaires ont décidé de miser sur la discrétion concernant le déploiement du NBPE2.
Le nouveau vaccin ce n'est pas un nom que nous mentionnons quand ça peut être évité. Le NVPD est présenté comme un vaccin contre la polio orale pour enfants qui a été amélioré. En ce qui concerne les formations, nous avons différencié les informations. Par exemple, pour des cibles spécifiques, nous donnons un certain nombre d'informations. Mais par exemple, pour les travailleurs de première ligne, nous donnons des informations essentielles, par exemple. Et pour la communauté en général, nous présentons encore une fois ce vaccin comme une version améliorée du vaccin contre la polio. Et comme l'a dit Mariana, nous avons donné toutes les informations concernant le NVPO2 sur la page Internet du gouvernement dans un souci de transparence. En termes d'activités, nous avons parlé dans un premier temps aux chefs religieux et traditionnels pour obtenir leur approbation, leur consentement sur les méthodes que nous utilisons. Et ils sont d'accord sur le fait de ne pas présenter ce vaccin comme un nouveau vaccin. Ils sont d'accord avec nous. Et ils pensent également qu'il faut présenter ce vaccin comme une version améliorée du vaccin contre la polio qui a déjà été utilisé au cours des années précédentes. Donc voilà les messages que nous avons donnés. On insiste sur l'efficacité et la sûreté. Le NVPD est un vaccin perfectionniste, efficace et sûr que le VPO utilisé auparavant. Les premiers jours de l'introduction de la campagne, il y a eu quelques difficultés. Par exemple, le public confond notamment le vaccin contre la Covid et le VPO. Donc, certains professionnels de la santé pensaient que les enfants recevaient un vaccin contre la Covid et c'était assez difficile de mentionner les différences entre le vaccin contre la Covid et le VPO. Et cela n'avait pas forcément été prévu. Dans les phases ultérieures de la campagne, nous avons réussi à régler ce souci, notamment avec des stratégies de communication visant à régler ce problème. Nous avons également un calendrier très serré. Nous avons été approuvés pour utiliser le NVPO2. Nous avons reçu les vaccins très vite et le premier cycle a démarré très rapidement. Donc, nous n'avions que 4 semaines finalement pour tout préparer. Une autre difficulté est que la priorité pour l'instant est donnée à la COVID-19. Tant au niveau du gouvernement que au sein de l'UNICEF même. Donc, de manière générale, on a été relégué un petit peu au second plan, autant au bureau qu'au niveau du gouvernement. Une autre difficulté, c'est que les États du Sud manquaient d'expérience en matière de campagne de sensibilisation à la polio. Ils n'avaient pas le réseau nécessaire pour partager
toutes les informations. Et également, une autre difficulté, c'est que certaines régions sont en proie à l'insécurité et sont assez difficilement accessibles. Au cours du cycle suivant, des messages ont été élaborés pour faire la distinction entre le vaccin contre la COVID-19 et le NVPE2. Nous avons également intensifié l'écoute sociale grâce à Talkworker. Nous avons également suivi les médias en ligne et hors ligne pour traquer les rumeurs concernant la polio, le NVPE2, les vaccins en général. Nous avons également réalisé un sondage pour détecter les rumeurs au sein des communautés. Je vais à présent donner la parole à Aya. Okay, good afternoon, colleagues. My name is Hayana. Bonjour à tous, je suis Ayana et je vais vous présenter nos leçons tirées et les résultats. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné lors de notre campagne? Notre plus grande réussite, c'est qu'il n'y a eu aucune rumeur notable à propos du NVPE. C'est parce qu'en raison de la présence du vaccin contre le Covid, nous avons décidé d'adopter une approche différente. Cela a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de grandes rumeurs notables sur ce nouveau vaccin. Nous avons donc également parlé d'un vaccin amélioré. Dans l'ensemble, les refus ont très bien été appréhendés, notamment avec cette confusion avec le Covid. Nous leur avons donc expliqué que c'était un vaccin oral pour les enfants et qu'il y avait de bons résultats. Autre facteur de succès, nous avons eu un plaidoyer assez tôt. Il y a eu des grandes différences dans les États qui ont communiqué tôt avec les parties prenantes par rapport aux États où cette communication a été plus en retard. Et nos résultats nous ont montré que quand les États avaient le temps de s'organiser avec les parties prenantes, les résultats parlaient d'eux-mêmes. En avril, nous avons pu voir donc nos résultats et qu'il y avait eu une amélioration significative parce que les États avaient appris, avaient communiqué très tôt avec les parties prenantes. Pour les autres institutions comme les écoles, les orphelinats, les églises, ces institutions ont beaucoup été utiles car on pouvait communiquer avec elles. Également de bons résultats pour les formations où toutes les parties prenantes étaient engagées. Et cela a vraiment été une valeur ajoutée pour notre réussite. Pour les canaux de communication, tout d'abord, nous avons identifié les sources principales d'information, les crieurs publics, puis les chefs traditionnels et les chefs religieux, qui étaient les principaux influenceurs, notamment quand il y avait des hésitations. D'autres personnes ont entendu parler de la campagne via la radio, il y a d'autres agents de mobilisation et via les grands représentants lors de leur discours sur la polio. Nous avons malgré tout fait face à quelques cas de refus. J'y ai dédié une diapositive. Il y avait une certaine confusion entre les deux vaccins, entre celui de la polio et du COVID-19. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, heureusement, dans la plupart des cas, nous avons pu résoudre ces problèmes de refus en expliquant la différence entre les deux vaccins. Nous avons donc reformé nos travailleurs en leur expliquant la différence entre les deux vaccins pour éviter cette confusion.
Nous leur avons demandé d'inclure cette explication dans leur message de communication. Et cela a fonctionné en avril. Nous avons eu quelques cas de refus qui persistaient, mais c'était très limité. C'était pour des raisons politiques ou autres. Et dans l'ensemble, le Nigeria n'avait pas médiatisé l'utilisation du NVPO auprès du public. Alors, nous l'avons fait sur le site Internet. Dès lors, les personnes devaient le consulter pour avoir davantage d'informations sur le vaccin, notamment pour le personnel hospitalier. Ils ont reçu une formation. Donc, si une personne cherche des informations supplémentaires sur ce vaccin, ils étaient conseillés de consulter ce site Internet pour avoir davantage d'informations. Mais à nouveau, nous ne l'avons pas ouvert au public. Nous n'avons pas expliqué qu'il s'agissait d'un nouveau vaccin, mais d'un vaccin amélioré, un vaccin oral que nous avions déjà utilisé par le passé pendant des années. Par conséquent, grâce à cette stratégie, les travailleurs de première ligne n'ont pas observé un haut niveau de refus sur le terrain. Alors, concernant les données et les résultats, je vais vous montrer ici quelques chiffres. Donc, pour la campagne de mars, j'aimerais pouvoir vous montrer aussi celle d'avril pour comparer, mais nous n'aurons pas le temps, donc je vais me contenter de celle de mars. Donc, le nombre total de personnes vaccinées, c'était plus que la population ciblée. Nous avons vacciné environ 7 millions d'enfants. C'était un peu plus que notre objectif. Le nombre total de doses distribuées était de 10 millions et donc nous avions une couverture de plus de 75%. Notez que nous avons un pourcentage, que nous sommes supérieurs à la norme qui est normalement de 90%. C'est le cas en tout cas pour le Nigeria. Et nous avons eu un résultat de 75%. Pour avril, nous étions environ à 90% grâce à l'expérience et le fait que nous avions plus de temps pour nous y préparer. Pour la sensibilisation des personnes s'occupant des enfants, nous avons atteint un chiffre de 94,95%. Les enfants n'ayant pas reçu de vaccin, le chiffre s'élevait à 2%. Donc 69% de ces 2% étaient absents. 18% c'est parce qu'ils avaient raté le rendez-vous et seulement 11% pour le refus. Les sources d'information étaient les annonceurs en ville, 64%, les chefs traditionnels religieux, 9% et 7% la radio. Donc là, vous avez un graphique qui explique les raisons des refus par État pour la campagne de mars. Vous remarquerez que la plupart du temps, c'était parce que les enfants étaient malades. Donc c'est aussi une raison pour nous de revenir et de former les travailleurs pour leur expliquer que ce n'est pas parce que les enfants sont malades que le vaccin va empirer leur état. Autre raison, c'était que l'absence de consentement de la part des personnes ou des parents qui s'occupaient des enfants. Ça, c'était notre deuxième grande raison, notamment en raison des traditions, que ce soit le père qui prend la décision dans la famille. Donc, si la mère est là seule, elle va souvent se refuser de vacciner l'enfant parce qu'elle se plie à l'avis du père. Il faut donc mobiliser les chefs traditionnels pour observer un changement et ça fut le cas pour avril. Pour les refus appréhendés par différents groupes, donc la plupart du temps, c'était pour les chefs traditionnels et religieux ou de communauté. Donc, ce sont les trois grands groupes principaux qui ont une influence, donc qui se rendent auprès des foyers et qui résolvent nos refus. Donc, ils nous sont très, très utiles. Dans l'état du Delta, l'influence des chefs traditionnels n'est pas si importante que dans les autres États.
et les travailleurs de première ligne ont dû résoudre le problème eux-mêmes. Les enseignements tirés. La stratégie de communication du Nigeria de ne pas médiatiser le NVPO en tant que nouveau vaccin dans un contexte de pandémie COVID-19 et de déploiement de vaccins a vraiment payé pour éviter une confusion qui aurait alarmé la population. Donc, il est donc primordial d'éviter de faire coïncider plusieurs campagnes de vaccination importantes, notamment celles de la même ampleur du COVID, où les parents sont également impliqués. Tous les pays qui déploient ce vaccin devraient anticiper cette confusion entre les deux vaccins. Préparer les messages et former les parties prenantes pour éviter toute confusion ou tout chevauchement de campagne. Autre enseignement, anticiper. Anticiper au niveau de l'État grâce à l'expérience de communiquer avec les chefs religieux, les chefs traditionnels afin qu'ils puissent se préparer. Les documents doivent être publiés notamment dans les réseaux sociaux et tous les formateurs, tous les travailleurs de première ligne doivent être formés. Ils doivent publier des informations notamment sur Facebook. Prochaines étapes. Nous continuerons à renforcer la confiance du public envers le VPO et veillerons à asseoir la pratique de la vaccination en elle-même plutôt que de se concentrer sur la qualification du vaccin. Donc, que ce soit pour le VPO, pour tout autre vaccin, nous voulons que les individus aient à l'esprit que c'est une protection pour leurs enfants, pour éviter qu'ils tombent malades et que la vaccination est primordiale. C'est un devoir. Ensuite, la confusion entre le vaccin contre la COVID-19 et le VPO persiste. L'UNICEF a donc élaboré un message afin de faire la distinction entre les deux vaccins. Ce message sera distribué dans tout le pays, dans toutes les campagnes, comme nous l'avons fait autrefois avec le VPO. Nous déploierons les équipes en avance, notamment au niveau fédéral, afin de pouvoir renforcer leurs capacités. Autre leçon importante, c'est impliquer les dirigeants de l'État le plus tôt possible. Cela montre vraiment porter ses fruits. Et plus on anticipe, meilleurs sont les résultats. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Nous prendrons note de vos questions dans la petite box de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci pour cette présentation. C'est vraiment fascinant et vraiment très utile pour tous nos collègues de voir tous les défis que vous avez dû relever, que ce soit pendant la campagne et pour la prochaine. Petit rappel pour tous ceux qui sont présents sur l'appel, si vous avez des questions pour nos présentateurs ou de manière générale, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte de questions et réponses en bas de votre écran. Il nous reste encore une présentation de la part d'Anastasia et du bureau du Ghana. Puis ensuite, nous aurons la session de questions-réponses à la fin. Mais s'il y en a qui vous viennent à l'esprit en attendant, la boîte de questions-réponses est là pour ça. C'était vraiment très intéressant d'avoir un petit peu ce retour sur la confusion des informations avec le COVID-19 et que cela peut avoir des conséquences sur nos campagnes. Ce sera donc très bénéfique pour nous tous de partager ces expériences, de voir un peu ce qui a pu être fait, notamment au Ghana, par rapport à cette gestion des fausses informations, que ce soit pour la polio ou le COVID-19.
Ça fait partie du programme de la polio pour la préparation. Dernière remarque avant de laisser la parole à Anastasia. Pour nos collègues qui écoutent la version française, si pour vous l'anglais est trop fort, en bas de votre écran, vous cliquez sur le bouton interprétation et vous pouvez cliquer pour mettre le son original en sourdine. Comme ça, vous n'entendrez que la version française. J'invite maintenant Anastasia à prendre la parole pour nous expliquer un petit peu comment former un groupe de travail dévolu à la gestion des fausses informations. Bonjour à tous. Merci à tous nos collègues et à ceux qui sont passés juste avant moi. Votre présentation était vraiment importante et très intéressante. Merci beaucoup, Mariana. Tu as raison. La préparation que nous avons faite il y a 6 mois nous a vraiment été bénéfique. Nous avons eu de la chance. Nous ne lancions encore pas encore à l'époque le vaccin, donc c'est bien de pouvoir utiliser ces documents stratégiques. Ces documents sont vraiment très utiles, notamment pour les autres campagnes. Donc, oui, cela va prendre du temps pour anticiper. Donc, juste avant de commencer, la formation d'un groupe de travail dévolu à la gestion des fausses informations. Donc, cette formation sera très utile pour éviter la confusion. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles, vous les avez tous mentionnés. Il y a de la confusion avec les vaccins. Donc, il faudra garder à l'esprit que nous avons des documents à partager. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, ça fait partie du tableau de bord où il y a des informations disponibles. Je pense que beaucoup de pays ont accès à ce tableau de bord. Ce sont tous les mots-clés qui reflètent un petit peu ce que les gens disent en ligne à propos de la vaccination. Donc, notamment pour la vaccination, au Ghana, Covid. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? C'est très nouveau. Lorsque la campagne a commencé, Internet était saturé par ces mots clés pour le test en Afrique. Donc, je trouve que ce tableau de bord est vraiment très utile et les partenaires l'utilisent pour avoir une vision un petit peu de ce qui se passe en ligne. S'il est possible un petit peu de ralentir afin que l'on puisse suivre plus facilement. Très bien, donc nous allons passer à la diapositive suivante. D'abord, nous avons mené une petite étude. C'est ce que nous faisons également avec le NPPO. Grâce à l'équipe de la polio, ils ont pu nous aider dans notre réponse et pour développer un petit peu ce petit sondage avant la campagne. Je le partage avec vous. Voici les raisons expliquant le fait que les individus ne souhaitaient pas se faire vacciner contre la COVID. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc là, vous avez la plupart du temps des rumeurs, des inquiétudes que les gens connaissent. Donc, nous espérons que après ce que nous avons observé l'an dernier, il y aura une évolution. Et oui, on a pu voir qu'il y avait en effet une confusion entre les deux vaccins. Donc souvent, les gens attendent que les autres se vaccinent, par exemple les pasteurs, les chefs religieux, ils attendent que les autres prennent le vaccin pour l'accepter. Beaucoup d'autres rumeurs disaient qu'il y avait des tests menés en Afrique ou que c'était pour réduire la population. Ensuite, nous avons mené un sondage concernant les inquiétudes plus précisément. Donc, il y avait la sécurité, les effets secondaires et des rumeurs autour des fabricants disant que les Africains étaient des cobayes. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble le tableau de bord.
Je vous encourage à nouveau à vraiment l'utiliser, le tester. C'est vraiment très, très simple. Vous pouvez utiliser un mot-clé et cela vous affichera une image, par exemple, de ce que disent les gens sur la polio dans votre pays. Voilà ce que les gens cherchent sur Internet sur le propos de la COVID. C'est vraiment intéressant de voir combien de personnes ont répondu, commenté. Cela peut nous permettre de tirer des leçons. Et plus spécifiquement, il y a des filtres et vous pouvez ainsi avoir des éléments très spécifiques, par exemple sur ce que les gens pensent sur le COVID. Sur le vaccin contre la COVID-19, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était les étrangers qui ne fournissaient pas suffisamment de vaccins, etc. Donc, plus on est spécifique, mieux on a une vision d'ensemble. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran et l'envoyer à vos partenaires pour pouvoir partager ces informations. Donc, le tableau de bord, c'est la première partie sur comment suivre les rumeurs. Ça nous permet de suivre un petit peu tout ce qu'il y a en ligne. Alors oui, bien sûr, nous avons tous aussi des médias. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a toutes sortes de couvertures médiatiques. Parfois, il y a beaucoup d'informations directes, par exemple pour le Ghana qui reçoit des vaccins déjà périmés. Parfois, ces rumeurs ne sont pas du tout fondées, mais elles sont présentées de manière très négative. Par exemple, si on dit qu'il y a 43% des Ghanéens hésitant à se faire vacciner, ce n'est pas la même chose que de dire qu'ils refusent. Donc, il est vraiment très difficile de fonctionner avec ce type de titres, de gros titres, lorsque les médias affichent des messages aussi négatifs. Cela ne nous aide pas vraiment. Donc, ce que l'on peut voir dans le tableau de bord, ce sont les chiffres et de voir un petit peu comment on peut travailler, comment on peut demander au gouvernement de travailler avec les médias pour modifier leur message pour que cela sonne un peu moins négatif, avec des informations et des rapports basés sur des preuves. Alors, à quoi cela ressemble? Grâce à l'équipe de lutte contre la polio, vraiment, je vous remercie, c'était l'une des opérations les plus utiles que nous avons eues en termes d'aide pratique. Donc, nous avons tous les modèles qui sont déjà prêts. Donc, en plus du tableau de bord, vous avez des modèles pour les équipes de gestion des fausses informations. Donc, tout est disponible sur le tableau de bord. Vous avez beaucoup de rumeurs qui sont déjà actives, de comment y réagir. Et vous avez également des ressources supplémentaires pour une formation plus approfondie. Toutes les informations sont là. Tout est expliqué, de voir comment on peut répondre à une rumeur, est-ce qu'il faut le faire ou pas. Tout cela est très nouveau. Donc, les gouvernements étaient très réceptifs à ce nouvel outil et sont prêts à nous aider. Donc, grâce à ce modèle, nous avons pu les utiliser pour expliquer notamment au gouvernement comment l'utiliser, comment faire appel à ces nouveaux outils pour lutter contre les fausses informations. Composition de cette équipe. Alors, ça peut ou ne pas être les mêmes personnes qui s'occupent de la communication dans votre équipe. Ici, dans notre cas, c'est pour le bureau de la santé au Ghana, avec des groupes plus petits. Nous avons des groupes WhatsApp où chaque jour, nous postons des informations. Nous identifions quelle réponse à quelle rumeur auquel nous devons apporter une réponse, s'il faut agir immédiatement ou non. Et nous discutons ainsi entre groupes pour voir comment réagir face aux nouvelles rumeurs. Nous avons également l'autorité des produits alimentaires et médicamenteux qui partagent avec nous cet outil. More solely for the benefit of the interpreters. Thank you.
So the TOR has a clear tasks. Les tâches sont donc très claires. Vous pouvez partager avec vos partenaires. Nous avons également beaucoup d'autres modèles très utiles. Nous avons des modèles notamment avec les rumeurs sur la polio et des textes préécrits de réponses potentielles, journaux de rumeurs et comment les analyser pour chaque rumeur, pour pouvoir les classer, les organiser, voir s'il faut y répondre ou non, ou s'il faut adopter une autre tactique. Donc, ce sera très utile d'avoir tout cela déjà prêt, parce qu'on n'a pas toujours le temps de pouvoir y réagir. Notamment avec le Covid, on a un maximum 5 jours pour pouvoir préparer la campagne. Ensuite, comment nous fonctionnons? Donc, nous avons une rumeur, qu'elle soit sur le journal ou sur le tableau de bord. Ici, c'était sur les effets secondaires, les cailloux blancs. Donc, nous avons identifié cette rumeur. Après formation, la task force a pu identifier comment mesurer l'effet de cette rumeur pour voir si l'impact était moyen, élevé ou faible. Ensuite, plusieurs actions peuvent être déterminées pour y répondre, pour que ce soit la corriger, répondre immédiatement ou non pour ne pas créer une nouvelle vague de rumeurs, etc. Donc, à chaque fois, nous devons établir qu'est-ce que nous faisons. Et une fois encore, vous aurez un modèle disponible qui va vous permettre de le faire de manière rapide sur une feuille Excel. Ensuite, réfuter. Là, c'est un exemple. Donc, vous avez ici une réponse potentielle pour une rumeur pour chaque cas défini. Ensuite, nous avons un autre qui est particulièrement utile. Ici, nous avons utilisé cela contre le Covid pour éviter la confusion avec le NVPO. Nous avons déployé dans tout le ministère de la Santé du Ghana. Et cela rapporte une réponse aux plus grandes rumeurs qui sont les plus diffusées contre l'hésitation. Par exemple, est-ce que le vaccin a été testé? Quelle est l'opinion des professionnels de santé? Est-ce qu'il est efficace? Voilà, tous les modèles que nous pouvons déployer par l'équipe de la polio et que l'on peut mettre sur notre journal pour le lancer très rapidement. Davantage d'exemples de messages contre les rumeurs les plus fréquentes. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un suivi quotidien des rumeurs et des fausses informations, des réunions bimensuelles d'un groupe de travail qui analyse les rumeurs réfléchies et a des interventions potentielles, et une coordination avec des groupes d'intervention, notamment avec des comités nationaux de communication. Certains sujets concernent toutes les stratégies. Donc, si on voit qu'une rumeur est toujours répétée, il y a différents canaux, il nous faut changer notre stratégie. Donc, quels sont les enseignements tirés? Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'avantages puisque toutes les ressources sont déjà disponibles. Ensuite, quand on commence à travailler avec ces fausses informations, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup d'informations de grandes organisations qui ont déjà des outils. Et parfois, ces OSC locales ont déjà anticipé. Et on peut voir que le travail a déjà été fait par d'autres ou que d'autres personnes le font ou l'un différemment. Donc, il est important d'identifier, de voir un petit peu qui travaille sur quoi. Ensuite, n'hésitez pas vraiment à étudier tout le potentiel offert par le tableau de bord. Utilisez les mots-clés. Pour des situations particulières également, vous verrez à quel point c'est vraiment efficace. Ensuite, il ne faut pas hésiter à impliquer les personnes influentes dans ces interventions. Ces personnes sont vraiment très utiles. Les défis, les difficultés, c'était vraiment nous approprier, notamment avec les parties prenantes des gouvernements. Donc, ça leur a pris du temps de se préparer vraiment à ce type de réponse par eux-mêmes, sans notre aide.
Ça leur a pris du temps pour prendre des décisions et réagir à ces rumeurs. Et bien sûr, les différents canaux de communication. Donc, il faut utiliser tous les différents canaux avec les smartphones, les réseaux sociaux, et de voir un petit peu comment on peut travailler au niveau local pour corriger ces rumeurs sur le terrain. Dernier point que j'aimerais mentionner. Ce serait tester notre temps de réponse. Je sais que certains pays le font déjà, notamment sur Facebook. Tester les réponses aux fausses informations, voir un petit peu comment cela fonctionne. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une vraie phase de test pour voir qu'est-ce qui fonctionne contre les fausses informations, comment on peut corriger les réponses. Donc, je pense que ce serait la prochaine étape, avoir des campagnes de promotion et voir quels sont les messages qui sont reçus, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux, le plus vite. Je pense que ce serait la prochaine étape. Et j'aimerais savoir s'il y a déjà des personnes qui l'ont déjà fait, si vous avez des expériences avec Facebook. Certains l'ont fait, ils ont lancé des fausses informations, une gestion de ces fausses informations avec des mesures, voir quelles méthodes étaient les mieux. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire pour la suite. Merci pour cet événement très utile. Thank you so much, Anastasia, for this fascinating presentation. Anastasia, pour cette présentation fascinante. Je redonne la parole à Mariana pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Anastasia. Merci pour toutes ces présentations qui étaient très intéressantes. Il y a énormément de questions déjà dans la boîte de questions-réponses. Peut-être qu'on peut revenir à ces questions pour y répondre. Et effectivement, je rebondis sur ce qu'a dit Anastasia. Tout cela demande énormément de travail. Mais nous avons également appris que la formation seule ne suffit pas. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de ressources humaines. Et à l'échelle internationale, il y a beaucoup de documents disponibles concernant la gestion. Et ces documents ont été mis à disposition au début de cette année. Ces documents sont très pratiques et très utiles, et donc je vous encourage à les lire. Nous avons également une personne très très utile, la personne de Kashan, qui a fait un travail remarquable avec le pays, qui a énormément d'expérience avec la communication dans cet univers. Nous collaborons également étroitement avec les équipes C4D à l'échelle du siège, notamment par le biais de Angus, qui nous a également partagé son expérience et ses connaissances en la matière. Il est également disponible, donc n'hésitez pas à contacter Angus ou nous-mêmes si vous avez des questions. Comme l'a dit Anastasia, nous avons également préparé des messages de réfutation des rumeurs qui circulent le plus. Et évidemment, nous serions ravis de partager ce pack avec vous. Et vous pouvez décider ou non de l'utiliser. Nous avons également travaillé sur un projet Facebook, je ne sais pas si vous savez, mais à l'échelle internationale. L'UNICEF essaye de travailler avec Facebook. Et donc, ce partenariat profite à énormément de pays pour l'instant. Nous encourageons également les collègues C4D de travailler avec des collègues externes, experts en communication,
pour les campagnes médiatiques, etc. Si vous avez besoin d'aide ou de documents explicatifs, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous les bureaux des pays qui sont en phase de préparation, à tous les bureaux régionaux. Merci beaucoup pour tout votre travail et pour l'expertise dont vous faites preuve et que vous n'hésitez pas à partager avec tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Mariana. Et encore merci à tous les présentateurs aujourd'hui. Mariana a parlé de quelques ressources. Nous vous enverrons un email après le webinaire. Nous vous enverrons les diapositives de cette session, l'enregistrement, et nous inclurons également les ressources et les matériaux dont nous avons parlé. Kashan vient d'ailleurs de partager le lien dans la fenêtre de discussion. Il y a un sondage auquel nous aimerions que vous répondiez avant de passer à la session de questions-réponses. Vous pouvez voir à l'écran la question. Et je vais lancer l'écran. Donc, pour lequel de ces domaines souhaiteriez-vous un plus ample soutien de la part des bureaux régionaux et du siège? La gestion des fausses informations en ligne, le développement de contenu ou la participation communautaire digitale? Je vous laisse le temps de relire la question. Et voici le petit écran qui, lui, est par contre, est en anglais. Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Donc, vous pouvez sélectionner tous les domaines dans lesquels vous souhaitez obtenir un soutien plus important. So I'll keep this open for another 30 seconds. Je vais maintenir cet écran en ligne encore pendant 30 secondes. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous diriger vers la boîte de questions-réponses et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Vous pouvez également voir toutes les questions qui ont été posées et auxquelles certaines personnes ont déjà répondu. Nous avons des partenaires qui ont déjà répondu à de nombreuses questions. Donc, je vois que la moitié des participants ont voté. Je vais terminer le sondage et nous allons pouvoir voir les résultats. Donc, il y a un intérêt dans tous les domaines, mais surtout dans la gestion des fausses informations en ligne. Nous allons évidemment partager ces résultats avec Kashan et Mariana pour continuer à vous aider dans ces domaines notamment. Nous allons à présent passer à la session de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans cette boîte de questions. Mais si vous préférez prendre la parole, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole afin que vous puissiez vous exprimer. Nous allons commencer par les questions qui sont dans la boîte de questions-réponses. Il y a une question de Albert, notamment. Il y a un commentaire de Guillaume que les crieurs publics sont la source numéro 1 d'information et les leaders religieux et traditionnels sont ceux qui résolvent les refus.
Dans mon expérience, les crieurs publics disséminent les messages, mais n'ont pas accès à tout le contenu, alors que les leaders traditionnels sont des leaders d'opinion qui n'agissent pas rapidement, mais qu'il faut approcher afin de les convaincre d'accepter le vaccin et de devenir un petit peu le porte-parole du programme. Peut-être que parmi les personnes qui ont présenté, quelqu'un veut répondre. Oui. Effectivement, nous utilisons les crieurs publics pour annoncer et faire la publicité de la campagne afin de mobiliser le public et de les pousser à faire vacciner leurs enfants. Mais évidemment, en ce qui concerne les refus notamment, nous utilisons plutôt des sources d'informations fiables, notamment des leaders communautaires, des leaders traditionnels ou des leaders religieux. Et jusqu'à présent, ils ont été très, très utiles. Ils ont des réunions assez régulières et essayent d'identifier des familles qui ont refusé la vaccination et ils y retournent le jour suivant pour essayer de régler le problème. Donc, ils interagissent avec la population. Nous avons identifié les crieurs publics comme source numéro 1 d'informations et les leaders religieux comme personnes qui trouvent une solution pour les refus. Mais souvent, les leaders religieux sont les personnes qui peuvent influer sur l'opinion publique. Ils essayent d'aller rendre visite aux familles régulièrement et ils discutent avec les gens. Ils sont reconnus par la communauté et effectivement, ils ont un rôle très important en ce qui concerne l'opinion publique. C'est un travail de coordination. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question d'Albert. Et ensuite, je vois que Leila a une question. Donc, la question, c'est juste quelques arguments pour lever la confusion entre les deux vaccins. Yes, this is. Oh, I'm sorry. Go ahead. I want to make sure you heard the question. Yes, this is something that honestly we did not anticipate. C'est quelque chose que nous n'avions pas anticipé. Quand nous avons préparé la campagne, nous savions que deux nouveaux vaccins étaient sur le point d'être introduits, mais nous n'avions pas anticipé qu'une petite partie de la communauté qui serait un petit peu perdue et qui confondrait les deux vaccins. C'est évidemment dû à la popularité croissante du vaccin contre la Covid, dont on entend énormément parler dans les informations. Et donc, effectivement, quand on parle de vaccination contre la polio, ils sont un petit peu perdus et ils pensent à la vaccination contre la Covid. Donc, ça fait à présent partie du contenu de formation du personnel médical, des officiels gouvernementaux. Et donc, quand ils reçoivent une question concernant la COVID-19, la vaccination contre la COVID, ils savent à présent expliquer quelles sont les différences entre les deux vaccins. Également, nous allons leur donner accès à des informations
qui font la distinction entre les deux et qui expliquent clairement quelles sont les différences entre les deux vaccins. Mais dans la plupart des cas, une fois que toute la situation a été clarifiée, il n'y a plus d'hésitation et il n'y a plus de refus. L'hésitation face au Covid est plus élevée que l'hésitation face au vaccin. On va passer à Leila qui a levé la main. Puis on passera à la question de Pascal. Thank you very much. I think most of my questions Merci beaucoup. by Ridwan. Je pense que la plupart de mes questions ont trouvé une réponse. What the demand generation challenges for NOPV2 introduction in the era of COVID-19? Je voulais effectivement savoir quelles étaient les difficultés du déploiement du NVPE2 en période de Covid, et quelles étaient les priorités, notamment en ce qui concerne les épidémies, notamment de rubéole. Mais toutes ces questions ont trouvé une réponse. Mais je voulais également savoir, nous avons parlé de campagne contre la polio et de vaccins oral en 2 gouttes, et je voulais savoir quelles étaient les conséquences sur les vaccins qui étaient injectés et notamment sur la vaccination de routine. Merci beaucoup pour votre question. Yes, I think the reasons why we're having all these CVDPV2 outbreaks is because of our poor routine immunizations coverage. Je pense que s'il y a ces flambées de PVDVC, c'est parce que la vaccination de routine ne fonctionne pas à 100%. Nous avons parlé du NVPO, puis tout de suite du IVP. Souvent, les parents hésitent plus concernant les vaccins qui s'injectent à cause des effets secondaires, notamment sur les enfants. Les enfants pleurent souvent quand on leur fait une piqûre. Et donc, de manière générale, c'est ce que nous avons observé. Mais grâce à la confiance dans le vaccin contre la polio, l'introduction du NVPE2 n'a pas eu énormément de problèmes en termes d'acceptation. BOPV, which we are actually in Somalia, and on a parlé du NVPO, du VPO, puis du NVPO, puis du COVAX. Et donc, je voulais simplement connaître ce que vous avez fait dans vos pays et comment vous aviez fait pour faire la distinction. Évidemment, il faut faire en sorte que les gens ne soient pas focalisés sur la marque du vaccin, mais simplement sur la vaccination dans son ensemble comme moyen de lutter contre l'épidémie. Ces différentes manières d'administrer le vaccin finalement sont considérés différemment en fonction du public cible. Et donc, je pense que l'important, c'est de maintenir le cap sur la vaccination dans son ensemble,
plutôt que de promouvoir certains types de vaccins. Merci beaucoup, Leila, pour votre question. Merci pour la réponse. Nous allons passer à la question de Pascal. Il est recommandé de ne pas faire mention du caractère nouveau du NOPV2, mais nous savons aussi que parmi les personnels de santé, tous ne sont pas pro-vaccin. Et cette information pourrait venir de ces derniers et se diffuser dans la communauté. Cela pourrait renforcer la méfiance de la population vis-à-vis du vaccin. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Pascal? In fact, we have not experienced the health workers negatively affecting the immunization campaign because of the information. Dans notre expérience, nous n'avons pas eu de professionnels de la santé qui ont impacté négativement la campagne de vaccination. Donc, malheureusement, je ne peux pas partager mon expérience. If I may add to that, maybe this question is related to the some of the health workers' hesitancy. Peut-être que cette question est liée à l'hésitation de certains professionnels de la santé face au vaccin contre la COVID. Effectivement, certaines personnes ont suggéré au Nigeria une petite minorité de professionnels de la santé se sont montrés hésitants face au vaccin contre la COVID. Souvent, la grande inquiétude face au vaccin contre la COVID, ce sont des aspects de sécurité parce que le vaccin a été développé très rapidement, en moins d'1 an. Donc, ils ont certaines inquiétudes concernant la sûreté du vaccin. In their circumstances, you can feel free to find the chat box. Merci beaucoup pour ces réponses. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions. Pour Anastasia, est-ce qu'il y a des représentants traditionnels ou communautaires dans le comité de la task force? Merci pour cette question. Nous nous sommes rendus compte, mais tard, qu'il y a une organisation qui s'appelle Wild Facts qui se concentrait sur les élections et sur la fausse information pour que les élections se passent le plus sûrement possible. Ils publient énormément d'informations. Maintenant, ils font partie de notre groupe. Et notre prochaine étape est de travailler avec eux un petit peu plus sur le terrain. Et donc, nous allons travailler plus étroitement avec les communautés. Il y a également une étude sur le lien qui existe entre les rumeurs en ligne et hors ligne. Effectivement, il y a un lien, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir une preuve scientifique qui montre à quel point ces deux types de rumeurs peuvent interagir entre elles. On sait que les rumeurs circulent, elles passent d'une source en ligne à une source hors ligne. On aimerait savoir à quelle vitesse elles se répandent, pourquoi elles se répandent, quelle est la source. Donc, il y a un lien, mais comme ça, nous saurons pourquoi il existe. Nous allons passer à quelques questions, notamment d'Armel, puis de Pascal. Puis, Mohamed, je vois que vous avez levé la main, nous y passerons ensuite.
Donc Armel a écrit « Merci beaucoup pour ce partage très riche de l'expérience Nigeria. Maintenant que la campagne est achevée, est-ce que vous avez le sentiment que la communauté n'a toujours pas d'informations sur le vaccin qui avait été utilisé? Est-ce que vous ne craignez pas que leur confiance au vaccin pourrait être entamée s'ils arrivent à découvrir d'eux-mêmes par d'autres canaux? Qu'est-ce qui est fait en termes de communication pour prévenir cette situation? » Merci. Until now, we have not faced any, we have not received any questions or. Nous n'avons pas reçu de questions concernant le manque de confiance de la communauté. Nous savons qu'ils ont reçu le nouveau vaccin. Donc, en ce qui les concerne, ils ont reçu tous les vaccins contre la polio qui ont été utilisés dans des campagnes précédentes. Mais évidemment, nous communiquons sur le site du gouvernement toutes les informations concernant le NVPE2. S'il y a des questions, notamment les médias, concernant l'utilisation du NVPE2 au Nigeria, l'UNICEF a travaillé avec l'IOC pour répondre à toutes ces questions. Nous n'avons pas pour l'instant reçu de questions concernant l'utilisation du NVPE2 dans le cas de cette épidémie. La raison pour laquelle nous n'avons pas parlé beaucoup du caractère nouveau de ce nouveau vaccin, c'est parce que au Nigeria, les personnes, quand elles entendaient nouveau vaccin, elles entendaient vaccin contre la Covid. Donc, on ne voulait pas alimenter la confusion du public. Mais évidemment, si la question est posée, on peut répondre de manière très transparente. C'est simplement qu'on ne voulait pas, alimenter cette confusion entre le vaccin contre la Covid et le vaccin contre la polio. Mais sur le site du gouvernement, il y a toutes les informations concernant le NVPE2. Tout est très clairement expliqué du développement au lancement de la campagne. Donc, et évidemment, tout peut être expliqué si les questions sont posées. Merci beaucoup. Mariana, est-ce que vous voulez commenter également? Dans le guide pour le NVPE2, il y a une très bonne différenciation entre les publics proactifs et réactifs. Et donc, il y a une vraie différenciation entre les informations qui peuvent être diffusées de manière proactive et les autres. Les détails concernant le vaccin, il est conseillé de les communiquer aux associations médicales, aux partenaires, à tout le domaine médical, toutes les personnes qui pourraient avoir un impact dans le domaine de la santé, également aux travailleurs des premiers. Donc évidemment, le but n'est pas de cacher de l'information. Mais quand on regarde tous les vaccins contre la polio, nous n'avons jamais communiqué de manière très proactive sur la manière, sur le caractère nouveau des vaccins. Donc évidemment, si les personnes ont des questions, on y répond. Mais nous suggérons également que nous nous fions au contexte, notamment quand nous parlons par exemple aux
aux leaders religieux ou aux leaders communautaires. Et nous faisons cela également pour éviter que des rumeurs naissent et circulent. Donc, l'information ne doit pas être cachée, évidemment, mais on manipule un petit peu l'information en fonction du public cible. Je voulais simplement vous parler un petit peu de désinformation. Mariana a dit qu'il y a une différence entre cacher quelque chose et juste choisir de ne pas en parler. Et c'est très, très important de faire cette distinction. Nous ne cachons pas les informations, nous choisissons simplement à quelle fréquence on en parle. Parce que ce n'est pas bon de cacher quelque chose, parce que si la communauté en entend parler ensuite, ça peut créer une espèce de tempête de désinformation. Donc, évidemment, on essaye de ne pas cacher des informations. Nous vous encourageons à ne pas cacher les informations. Certains pays ont réussi à partager l'information de manière efficace, sans que le caractère nouveau, par exemple, soit le point focal de leur communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kashan, pour cette information. Il est bientôt 14h30. Il y a encore une main levée et quelques questions. On peut peut-être rester encore quelques minutes pour répondre peut-être encore à 2 questions. Et s'il y a d'autres questions dans la boîte de questions-réponses, nous pouvons également y répondre par écrit. Mohamed, je vois que vous avez la main levée, donc si vous voulez poser votre question. Merci beaucoup, merci à tous les collègues d'avoir partagé votre expérience et merci pour les présentations. Nous avons parlé des types de publics et des réactions, du caractère proactif ou réactif. Et je pense que nous devons mettre l'accent sur les messages essentiels concernant le NVPE2. Mais dans l'une des présentations, il y avait une étude, nous avons parlé d'une étude CAP. Il y avait une question sur des modifications génétiques. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des questions spécifiques qui ont été soulevées concernant le NVPE2 auxquelles il a fallu répondre? Merci. Merci beaucoup. Mariana, peut-être, ou Ewan? Oui, merci Erin. Merci également Mohamed pour votre question. Nous n'avons pas reçu de questions concernant la modification génétique du vaccin. C'est une question qui a été posée par un groupe de journalistes lors de l'étude qualitative que nous avons réalisée au début de 2020. Non, nous n'avons pas du tout parlé du fait que ce vaccin a été modifié génétiquement. Et pendant la formation, nous avons dit que tout le monde devait éviter de parler, par exemple, de modification génétique. Nous avons également dit qu'il fallait
éviter d'utiliser le mot nouveau, d'insister sur le fait que c'était un... Il ne fallait pas insister sur le fait que c'était un nouveau vaccin. Nous avons encouragé les travailleurs à mettre l'accent sur le fait que c'était un vaccin modifié et non un vaccin amélioré. Donc, c'était un petit peu les lignes directrices que nous avons partagées aux équipes de vaccination. Merci beaucoup. Roki, vous avez la main levée. Puis il y aura également une question de Pascal. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans la fenêtre de discussion et nous allons Bonjour tout le monde. Je travaille dans l'État de Sokoto, au nord du Nigeria. First of all, I would just like to just add my voice to them because I see a question in the chat box from Pascal who said, j'ai vu une question concernant l'impact des leaders religieux, notamment dans le cadre du déploiement du NVPE2. Donc, nous sommes allés les voir et nous avons demandé à ce qu'ils nous apportent leur soutien. C'était une très bonne approche parce que ils nous ont apporté leur soutien, ils ont joué leur rôle, ils ont parlé avec la communauté. Traditional representatives in the MTF. Why I said that because I know that that is a very good approach. Perhaps not only engaging them, but co-opting them to be among the community. I think that will do a lot of good. For example, sending them. Et nous avons également eu cette question concernant le Ghana. Et du coup, je pense, je me répète que c'est vraiment une très très bonne approche d'utiliser les chefs religieux et traditionnels. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Redwan or Hayam, would you like to comment on this? Or Mariana, would you like to? Mariana ou Aywan, est-ce que vous voulez? That was used for advocacy with religious leaders. Si vous voulez répondre à la question de Pascal concernant l'approche utilisée pour le plaidoyer, notamment dans le cadre du Nigeria. Heureusement, au Nigeria, nous avons un système très structuré de leaders religieux. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation des Sultans. Et donc, ça a été très facile pour nous de répercuter l'information parce que cette fondation est devenue notre partenaire. Et donc, s'il y a une nouvelle information à faire circuler, on va voir les ennemis, on va voir les sultans, on va voir les leaders religieux. And eventually, the community leaders are the ones who actually accompany each team. Et les leaders communautaires accompagnent les équipes de vaccination et ils aident à convaincre la population et le public à accepter le vaccin. Donc, ça a été très facile au Nigeria. Nous avons eu toute l'aide nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mariana, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? C'est notre dernière question, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser par écrit.
Donc Mariana, si vous voulez avoir le mot de la fin, nous partagerons ensuite avec vous évidemment les ressources, les diapositives et également les enregistrements. Et nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Merci beaucoup Erin, merci aux collègues. Je voulais juste faire un commentaire sur le plaidoyer de manière générale. Nous avons vu différentes approches dans différents pays. Nous avons vu des approches structurées, des approches moins structurées. Il y a des parts du monde où les équipes vont dans chaque communauté et donc à présent on va un petit peu au-delà de la communauté médicale. Si vous regardez le guide concernant l'introduction du NVPE2, nous encourageons les équipes à élargir leur réseau pour que les informations soient diffusées plus largement. On peut ainsi essayer d'identifier qui a une voix pour se faire entendre au sein des communautés et qui peut aider la communauté et répondre à leurs questions. Ces approches ont fonctionné, que ce soit une approche structurée ou une approche plus une personne à la fois. Je vous encourage également à vous tourner vers le secteur privé parce que nous avons vu que le secteur privé se mobilisait de plus en plus dans ce domaine et donc c'est très intéressant de pouvoir travailler également avec eux. Merci beaucoup à Erin, merci à toutes les personnes qui ont présenté. Merci aux participants pour votre participation très, très efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et nous vous contacterons avec toutes les ressources de ce webinaire. Merci Anastasia, Iwan, Riwan, Mariana et Kashan pour vos interventions. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée à tous. Thank you.